Bonjour à tous, vous regardez Sur le Web, le magazine qui décrypte l'actualité au travers du net. Au programme aujourd'hui, la journée mondiale contre la cybercensure, les internautes appelés à l'aide pour retrouver le Boeing 777 et Barack Obama qui fait son show sur Internet. C'est parti. On commence cette émission par l'affaire du Boeing 777 de la Malaysia Airlines qui, à l'heure où nous enregistrons cette émission, est toujours porté disparu. Compte tenu de la difficulté des opérations, l'entreprise américaine Digital Globe, qui fournit les cartes de Google Earth, a décidé de braquer ses 5 satellites sur la mer de Chine. Alors pourquoi ? Eh bien, pour permettre à tout le monde, nous, vous, internautes, d'apporter leur contribution en observant cliché après cliché les cartes et en détectant d'éventuels débris flottants sur l'eau. Alors regardez à l'écran à quoi ça ressemble, nous le faisons en direct depuis la régie. Dès que vous apercevez quelque chose, un débris d'avion ou une trace de carburant par exemple, vous pouvez taguer l'objet si vous voyez quelque chose de suspect. Les autres internautes reçoivent une notification et vérifient votre trouvaille. L'adresse du site apparaît à l'écran. Je précise que c'est la première fois évidemment que les internautes sont appelés à l'aide de cette manière après un crash aérien. 500 000 personnes se sont connectées au site au cours de la seule journée de lundi. Voilà, on espère que ça aidera aux recherches. La journée de lundi a été marquée par l'intervention d'Edward Snowden au festival South by Southwest consacré aux nouvelles technologies. Ça se passait à Austin, au Texas. L'homme qui, je vous le rappelle, a révélé le scandale des écoutes illégales de la NSA s'exprimait par vidéoconférence puisqu'il réside depuis en Russie et qu'il ne peut pas se rendre aux États-Unis sans prendre le risque d'avoir des ennuis judiciaires. Alors il est apparu avec un arrière-plan de la Constitution américaine. Il a affirmé qu'il était là pour s'adresser à la communauté qui construit Internet, tout un concept, et il demande à cette fameuse communauté de, je cite, « sauver Internet ». La NSA met le feu à Internet et vous êtes les pompiers, a-t-il dit sous les applaudissements du public. Écoutez un extrait de son discours, il affirme ne rien regretter. Au moment où j'ai effectué ces révélations, je ne cherchais pas à changer seul le gouvernement, à leur dicter quoi faire en ignorant ce que le public avait à dire. Mon intention était d'informer le public afin qu'il puisse prendre une décision et fournir son accord sur ce que nous étions supposés faire. Est-ce que je le referai ? Oui, absolument. Quel que soit le sort qui m'est réservé, nous avions le droit de connaître ces informations. Voilà, vous notez évidemment que la connexion de Edward Snowden n'était pas très bonne, et ce pour des raisons de sécurité. Il y avait plusieurs filtres qui avaient été mis en place et des proxys. Et j'ajoute que Snowden ne s'est pas contenté de lancer des appels très généraux. Il préconise de donner aux journalistes et aux citoyens l'accès à la technologie de chiffrement des données, car elle permettrait de rendre la surveillance de masse plus chère et donc moins pratique pour la NSC. Et nous, on passe à notre dossier du jour. Notre dossier du jour concerne la journée mondiale contre la censure Internet organisée par Reporters sans frontières. D'après l'ONG Reporters sans frontières qui organise donc cet événement, la journée est destinée à mobiliser chacun d'entre nous à un soutien à un seul Internet libre et accessible à tous. Toujours d'après l'ONG, en 2011, plus d'une soixantaine de pays ont été touchés par une forme de censure sur le net. Cela peut être des arrestations ou de la surveillance des internautes, des blocages de sites ou l'adoption de lois liberticides. 120 internautes seraient actuellement emprisonnés pour s'être exprimés librement en ligne. La journée mondiale contre la cybercensure leur rend hommage et relaye leur combat pour un Internet libre. Alors avant de donner la parole à Grégoire Pouget qui est en charge de l'organisation de la journée, regardez ce clip. Et pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir par Skype Grégoire Pouget. Bonjour. Grégoire Pouget, bonjour. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Bonjour. Bonjour, vous faites partie de l'ONG, donc Reporters sans frontières, et vous êtes en charge de l'organisation de cette journée mondiale contre la cybercensure. Quelle est la situation de la censure d'Internet dans le monde en 2014 ?
En fait, pour être exact, je ne suis pas vraiment en charge de l'organisation de cette journée. Reporters sans frontières, à l'occasion de la journée contre la censure en ligne, publie un rapport sur la surveillance et la censure dans le monde. Et dans ce rapport, on épingle 32 organisations, 32 institutions qui appartiennent à différents pays dans le monde. Et on les épingle ces organisations parce que ce sont les plus virulentes en termes de censure ou en termes de surveillance dans le monde. D'accord. Et quel est à peu près donc, dans le monde ces pays? Est-ce que vous pouvez citer certains de ces pays que vous avez épinglés? Alors, parmi les institutions... On reviendra plus tard sur le cas de la France spécifiquement, mais dans le reste du monde. Oui, bien sûr. Alors, la nouveauté cette année, c'est que c'est un rapport, ce rapport-là, on le sort depuis de nombreuses années, et cette année, on s'est vraiment focalisé sur les institutions, parce que justement, on s'est dit que s'il fallait faire un rapport qui épinglait l'ensemble des pays qui censurent ou qui légifèrent les contenus sur Internet, et on aura mis l'ensemble des pays de la planète. Donc l'état de la censure dans le monde, et ce n'est pas très encourageant. Et parmi les 32 institutions qu'on a alignées, il y en a 3 qui appartiennent à des démocraties. Vous en parliez il y a 2 secondes. Il y a notamment la NSA, il y a le GCHQ qui est l'agence, l'équivalent de la NSA en Grande-Bretagne, et il y a le centre des télématiques en Inde. Donc 3 grandes démocraties parmi les 32 institutions épinglées. Sinon, il y a le FSB en Russie, qui est l'ancien KGB. On a épinglé également l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Éthiopie, le Soudan, la Chine, le Vietnam et beaucoup d'autres pays. Alors revenons sur le cas de la France, puisque vous avez quand même classé ce pays comme pays sous surveillance. De quoi s'agit-il exactement et sur quoi vous vous basez? Alors, vos informations datent de 2011. Effectivement, en 2011, on avait classé la France sous surveillance. Elle n'est pas sous surveillance cette année. On ne parle pas de la France dans le rapport cette année. À l'époque, c'était en rapport avec la loi Hadopi, donc qui a montré depuis quelques insuffisances. Et aujourd'hui, la France, on en parle dans le rapport, mais certainement pas. On n'a certainement pas placé la France sous surveillance. Est-ce que vous êtes inquiet de la loi de programmation militaire qui avait été annoncée à la fin de l'année 2013, qui prévoyait justement une surveillance accrue d'Internet? Ah, tout à fait. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles on parle un tout petit peu de la France dans le rapport. Il y a 2 lois qui nous inquiètent particulièrement. Il y a la loi, effectivement, l'article 20 de la loi sur la programmation militaire. Cet article 20 porte en lui en fait la possibilité d'une surveillance générale des citoyens en France, parce que c'est une réforme des écoutes administratives, à la fois téléphoniques et aussi des accès aux documents sur Internet, et les documents auxquels cette loi permettra d'accéder et les motifs qui permettront aux administrations d'accéder à ces documents sont extrêmement vagues. Donc oui, ça c'est très inquiétant. C'est vraiment une loi qui porte en elle une source d'inquiétude. De surveillance. Exactement. Une question simplement pour conclure sur ce sujet. Quelles sont les mesures, d'après vous, qui doivent être prises pour empêcher la censure sur Internet? On entendait Edward Snowden qui disait qu'il faut donner l'accès à la technologie du chiffrage de données. Vous pensez que c'est une solution? Alors, donner l'accès au chiffrage de données à l'ensemble des citoyens, moi je pense que c'est illusoire, c'est-à-dire que chiffrer ces données, c'est pas si évident que ça, et c'est certainement pas ça qui va empêcher la censure. Ça empêche la surveillance, le chiffrement de données. Ce qu'il faut, c'est à la fois donner effectivement accès, démocratiser ces techniques-là, mais ça suffit pas, il faut également agir au niveau des institutions internationales. C'est pour ça que dans ce rapport, on a fait tout un ensemble de recommandations qu'on adresse à l'Europe, aux États et aux Nations Unies pour leur demander de contrôler l'export justement de ces technologies de surveillance. Et donc, c'est sur ces 2 tableaux-là qu'il faut agir pour être efficace. Merci beaucoup Grégoire Puget d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chef de projet à Reporters sans frontières. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On passe à un tout autre sujet. Barack Obama est en campagne pour soutenir sa réforme de santé et tous les moyens sont bons pour y parvenir, y compris participer à un talk show sur Internet. Pour le moins cynique et amusant, ça se passe sur le plateau du site Funny or Die. L'animateur s'appelle Zach Galifianakis. Il est l'un des acteurs principaux du film Very Bad Trip et le moins que l'on puisse dire est qu'Obama a le sens de la répartie ou alors qu'il a une excellente équipe de com. I have to know, what is it like to be the last black president? Seriously? What's it like for this to be the last time you ever talk to a president? It must kind of stink, though, that you can't run, 3 times. No, actually, I think it's a good idea. If I ran a 3rd time, it'd be sort of like doing a 3rd Hangover movie. Didn't really work out very well, did it? Now, I have to say that I've seen this show before, and some of the episodes have probably been a little bit better than this. For example, the one with Bradley Cooper, that was a great show. Bradley Cooper, yeah, everybody loves He kind of carried that movie, didn't he? Which film are you speaking of?
Those hangover movies, basically he carried them. Yeah, everybody loves Bradley. Good for him. Good-looking guy. Being like that in Hollywood, that's easy. Tall, handsome, that's easy. Be short, fat, and smell like Doritos and try to make it in Hollywood. La vidéo que vous allez voir à présent n'a rien de très profond, mais elle est devenue littéralement virale avec plus de 7 millions de vues en 6 jours. Une Finlandaise de 19 ans, Sarah, c'est son nom, a réussi en effet à capter la manière dont se prononcent une douzaine de langues. Parmi elles, on retiendra évidemment le français, le suédois, l'anglais, l'arabe, le japonais, le portugais, j'en passe. Alors rassurez-vous, hein, si vous ne comprenez rien à ce qu'elle dit, c'est tout à fait normal. La jeune femme se contente de dire n'importe quoi avec l'accent des langues pour faire ressentir au public comment cette fameuse langue est perçue. Я Скордюшка, квадрупайлый блоковый снежнюру. Меня крал карбокалал, я диски мирин самбоде. Bonsoir, chaque heure le bulesson sa voix de 80. Che le buon oiseau joski monard, je le podiment. Mangiorno, pratti, solla viretto, putta pesca, madra solla. Portugeiski formacioisre d'acciaio al merianto. Grammalia haudaffa duro, chi sancere io padre a me. I'd say I kill it in my bones. Dumb things in it. It's like a miraculously mobilizing felt-tip pen, like a ordinary quiz sentence of a marinating follow-row. ちむしちゃなたってるよきます。よきっとらばさんちとゆすきでまとすか。まさきっとろよきめくって。La maniera casual ma toda mierda, que tondo quise el solo un lugar abierta per viva con todo cómico pueses. A huevo, cabrón. Yeah, I mean, Trevor Mazendry appearing like Monin Fair. Follow me, like a pending French racket, Bologna value precisely. Hello? Dapat dima. Pedep mirkar babaji pani mereka ariamal magar jaunga. Vedi جميل جمي باربا. مقلوص الواحد على الحباب. ما يعرف التحدي بنفس اللي اشتقت لي يعرفهم مرقلاص أنا أدرس اللغة العربية في البيت. Si vous avez regardé des vidéos sur des sites de streaming, j'imagine que vous êtes déjà tombé sur une de ces pubs mensongères, hein, vous incitant à vous inscrire pour travailler de la maison et gagner des milliers d'euros. C'est évidemment faux. Mais sur Vine, le site de partage en ligne de vidéos de 6 secondes, ça peut être vrai. Le site Business Insider cite notamment l'exemple de Giraldo. Alors elle a 16 ans. Regardez à quoi elle ressemble. C'est une des publicités que vous voyez à l'écran et tout ce qu'elle a à faire pour gagner $2000, c'est de repartager une vidéo d'une marque depuis son compte. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle a plus de 2 millions d'abonnés sur son compte Vine. Donc vous avez compris la stratégie, hein. Pour se faire une pub à moindre coût, les marques se tournent vers cette adolescente en lui proposant $2000, c'est-à-dire énormément d'argent pour une adolescente, mais rien du tout pour les entreprises qui doivent annoncer. On regarde un exemple de pub qui est diffusé sur Vine. Layers of flavor, that's how the world gets paid with the strawberry citrus grape lemonade. Layers of flavor, that's how the world gets paid with the strawberry citrus grape lemonade. Layers of flavor, that's how the world gets paid with the strawberry citrus grape lemonade. Voilà, pour être tout à fait complet sur ce sujet, je précise que Vine représente un véritable défi pour les entreprises qui doivent réaliser leur publicité en 6 secondes seulement, plutôt qu'en 30, hein, comme ils ont l'habitude de le faire sur YouTube. On parle à présent d'un tout autre sujet. Une photo très émouvante sur Facebook est partagée plus de 30 000 fois en quelques jours. Regardez à quoi elle ressemble. Alors la femme que vous voyez à l'écran s'appelle Catherine et elle tient un papier sur lequel on peut lire « Je recherche ma mère biologique. Elle m'a donné naissance le 15 septembre 1986. Elle m'a abandonné dans les toilettes d'un Burger King alors que je n'avais que quelques heures à Allentown. S'il vous plaît, aidez-moi à la retrouver en partageant cette publication. Peut-être la verra-t-elle. Merci. Alors à l'heure actuelle, elle n'a pas encore retrouvé sa mère, mais elle a en tout cas fait le tour des médias. On lui souhaite bon courage. Alors on passe au sujet décalé du jour, c'est l'œil du net. On termine avec cette fameuse vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux. On y voit de parfaits inconnus s'embrasser pour la première fois sans se connaître, le tout avec une très belle musique. La séquence a cartonné sur le web avec plus de 23 millions de vues en 48 heures. Sauf qu'elle n'avait rien de spontané, c'était une pub pour une collection d'automne d'une marque américaine. Never. What was your name again? Greg. Greg. Ingrid. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you. And so I can kiss. I'm wasting my time. Adding scars to my heart. Cause all I hear is I'm not ready now. Good to go whenever. Without saying goodbye. Without saying goodbye. Cause she didn't have time. Can you be ready? That was a good one. I'm sorry. C'est mignon.
Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain à même heure, même endroit pour de nouvelles informations en provenance du net. On se quitte avec une vidéo qui ressemble beaucoup au Yamakasi français. Mais cette fois, c'est sur les toits de la terre 3 fois sainte que ça se passe. Le tout avec les sandales typiquement israéliennes. Bye, à demain. Vous manquez déjà.